Bonjour mesdames, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Pouvez-vous vous présenter? Vous êtes? Oui, du coup, moi c'est Julie Wirth, je suis chargée de développement local à la FEV depuis décembre 2019, du coup à la FEV Mulhouse. Et moi c'est Marianne Albarwan, je suis aussi chargée de développement local dans le pôle de Mulhouse depuis octobre 2021. Vous travaillez toutes les deux pour et au sein de la FEV. Pouvez-vous nous expliquer quel est cet organisme, quelle est cette association, quels sont ses buts et auprès de qui vous travaillez en priorité et avec qui vous travaillez? Aucun souci. Du coup, l'association AFEV, c'est l'association Fondation étudiante pour la ville. Du coup, c'est une association qui est nationale, qui a été créée en 91 à Paris. Et en fait, au fur et à mesure du temps, elle s'est un peu diffusée. Sur Mulhouse, on est arrivé en 2020. En janvier 2020, moi j'ai commencé en décembre 2019 pour faire créer en 2020. L'idée, en fait, c'est l'AFEV, c'est une association qui lutte contre les inégalités, notamment éducatives, en agissant dans les quartiers politiques de la ville et dans les réseaux d'éducation prioritaire. Et on est aussi une association qui milite beaucoup pour l'engagement de la jeunesse et notamment des étudiants. Voilà très globalement ce que c'est l'AFEV du coup. Et depuis quand êtes-vous implanté ici au Collège de Boursuire, donc sur Mulhouse? Alors sur Mulhouse, justement, on a commencé en janvier 2020. Au départ, on n'était pas forcément encore sur le programme de mentorat comme aujourd'hui. On a commencé en septembre 2020, du coup, le mentorat, avec 50 accompagnements en septembre 2020, enfin 2021, l'année dernière. Et là, en 21-22, on a 150 accompagnements sur la ville de Mulhouse. Quand on dit accompagnement, c'est ce qu'on appelle le mentorat éducatif. Je vais laisser du coup Marianne vous expliquer un peu plus ce qui est un peu notre programme phare, le mentorat éducatif. Du coup, le mentorat, effectivement, c'est un accompagnement qui reprend les valeurs communes de l'association, qui est de tout simplement, entre guillemets, éradiquer les inégalités sociales, mais surtout éducatives des enfants. Donc c'est un accompagnement d'étudiants entre 5 et 18 ans. Enfin, pardon, d'étudiants. C'est les étudiants qui accompagnent les enfants de 5 à 18 ans sur un volet de 2 heures. S'ils veulent additionner d'autres heures, ils peuvent le faire, mais le minimum de volet d'heures, c'est 2 heures. Donc, c'est plus de 97% d'accompagnement à domicile et aussi qui s'inscrivent dans les médiathèques ou les tiers-lieux dans lesquels on peut s'introduire pour faire de ce type d'accompagnement. Et combien d'accompagnateurs avez-vous cette année, très concrètement? Comme 150 étudiants, c'est 150 mentors. En fait, chaque jeune va avoir son étudiant mentor, à part quelques exceptions près, mais c'est vraiment un jeune, enfin un étudiant, un jeune. C'est vraiment l'idée de créer du lien, de jouer sur la proximité générationnelle aussi, ce qu'évoquait. Enfin, les parents en général, ce qu'ils nous racontent, c'est aussi que les jeunes ont des astuces, ont des choses en fait des façons de voir, vu qu'ils sont encore élèves eux-mêmes, en fait, c'est beaucoup plus simple pour eux d'expliquer à des plus jeunes parce qu'ils ont encore en tête fraîchement comment c'était d'être élève et eux-mêmes sont encore élèves vu qu'ils sont étudiants, en fait. Donc on joue beaucoup sur cette proximité générationnelle pour accompagner les jeunes. Le mentorat, en fait, c'est aussi l'idée d'accompagner selon les besoins de l'enfant. C'est pour ça que les fiches de repérage, notamment qu'on utilise pour accompagner en fait les enseignants dans cette démarche de repérage, on précise bien que ça peut être du domaine scolaire, donc écriture, lecture ou autre, mais ça peut aussi être du domaine plus personnel, confiance en soi, concentration, motivation, ouverture culturelle, ce genre de choses, le lien avec les parents aussi, parce que parfois les parents ne comprennent pas toujours le rôle de l'école, entre guillemets, et comment être des bons parents, entre guillemets, pour les accompagner vers l'école. Donc c'est aussi l'idée d'accompagner ce lien avec la famille. Et selon aussi les jeunes, ça peut être le langage, parce qu'on a aussi tout un volet d'éducation pour les enfants nouvellement arrivés en France qui ne maîtrisent pas toujours très bien la langue. Voilà. Je voulais juste rebondir aussi sur ce qu'elle avait dit, parce que c'est vrai que j'avais oublié de détailler le volet culturel. Ça permet aussi de permettre à un enfant peut-être qui est issu d'une famille qui n'a pas l'automatisme d'aller au musée par exemple, de lui donner cette passerelle en fait entre lui, la famille et l'école, parce que l'école aussi n'accorde pas ce type d'activité régulièrement, et d'instruire l'enfant en fait à ce type d'activité, pourquoi pas l'introduire dans son cercle familial aussi en motivant ses parents à faire ce type d'activité. Si j'ai bien compris, c'est un étudiant, un enfant, un élève, voilà. Et comment en fait vous recrutez vos étudiants?
Alors là, c'est la phase où on va effectivement faire de la mobilisation sur les campus. C'est-à-dire, là je vais détailler par exemple pour Mulhouse, on va aller dans le campus par exemple de la Fonderie ou à Lilleberg pour introduire le projet qui est tout simplement un jeune qui a des capacités de pouvoir être le mentor d'un autre enfant. Comme dit, la proximité générationnelle permet effectivement le dialogue un peu plus facilement avec l'enfant. Et par la suite, on fait des réunions d'information plus générales et plus détaillées où on va expliquer, du coup, pendant 2 heures, tu vas t'introduire dans la famille pour l'enfant, lui expliquer un sujet dit. Et si tu te sens à l'aise, effectivement, tu peux. Il y en a qui effectivement font même 2 accompagnements en fait, tellement qu'ils se sentent dans cette confiance en fait, de pouvoir partager l'information, mais aussi de créer des liens solidaires. Et c'est un peu ce que la SFEV veut en fait, créer des liens solidaires et s'inscrire dans une démarche où l'étudiant pourra faire valoir en fait à travers des reconnaissances, notamment puisque on peut permettre à certains étudiants d'avoir cette reconnaissance, de faire valoir ça sur leur CV par la suite aussi. Pouvez-vous nous dire comment les enfants qui sont suivis par des bénévoles, des étudiants, sont connus, sont repérés en fait par vous-même? Comment est-ce que vous repérez en fait ces enfants? Comment est-ce qu'ils sont connus? Du coup, les enfants nous viennent la plupart du temps des partenaires de l'éducation nationale, donc que ce soit les écoles, les collèges ou les lycées. Les écoles, on est souvent passé par les coordonnateurs REP qui nous ont donné à ce moment-là, alors soit directement les contacts des directeurs qui ont eux-mêmes en fait pris l'information, soit nous on s'est déplacé, ça dépendait. Mais l'idée en fait c'est que ça fonctionne avec une fiche de repérage, donc tout simplement en ligne, on rentre, on a nos propres coordonnées. Donc c'est vraiment sécurisé. À ce moment-là, on remplit la fiche du jeune, on l'envoie et nous on la reçoit sur notre base de données. À ce moment-là, on rappelle les parents en fait pour voir s'ils sont vraiment d'accord, etc. Même si au préalable, en général, l'enseignant en a parlé. Et du coup, une fois qu'on a cet accord-là, on voit pour pouvoir avoir un bénévole qui a les mêmes disponibilités. Le jour en fait où le bénévole va dans la famille pour la première fois, on accompagne toujours. Donc une personne de la FEV vient à domicile avec le bénévole pour que les présentations se fassent et qu'on puisse vraiment bien réexpliquer le dispositif. Voilà, dans les collèges après c'est souvent les CPE ou les principaux directement, ça dépend, ou parfois la cellule de lutte contre le décrochage, et en lycée c'est la cellule de lutte contre le décrochage pour le coup. Et on a quelques exceptions, c'est des parents qui viennent vers nous parce qu'ils ont entendu parler par des personnes en fait, des associations ou autres, et on a aussi quelques autres associations, la PSM ou d'autres associations à la marge aussi qui peuvent nous repérer des enfants, mais la plupart arrivent des écoles du coup. Voilà. Ou sinon c'est la famille qui voit que l'accompagnement se passe bien avec les autres enfants et qui veulent aussi pourquoi pas perdurer cette démarche-là aussi avec les autres enfants, même s'ils ne sont pas dans le même cursus scolaire que le premier ou le deuxième. Mais vraiment, et c'est le but aussi, je pense, de la FEV, c'est établir un lien solidaire avec toute la famille. Et donc, chacun peut s'inscrire dans une démarche de confiance, en fait. Comme l'a dit par exemple Malek, où ils se sont en confiance. Maintenant, en allant en cours, parce qu'il sait qu'il est plus libre en disant qu'il a fait le devoir et qu'il n'a pas cette crainte. J'ai pas fait ça, du coup, je vais devoir expliquer. Là, il est plus dans une démarche de prendre plus que de donner. Et au niveau du territoire mulhousien, est-ce que vous avez un champ d'action qui est ciblé ou vous intervenez sur toutes les écoles et les collèges de Mulhouse? Alors on intervient, ce que je disais en fait, exclusivement en réseau d'éducation prioritaire dans toutes les écoles qui ne sont pas REP, c'est à titre exceptionnel, mais en fait en général on ne travaille pas forcément avec. Donc les réseaux d'éducation prioritaire ou les habitants de quartiers politiques de la ville en fait au niveau de l'adresse, notamment pour les lycées qui ne peuvent pas être REP. Ou sinon tout ce qui va être public dit à besoins spécifiques, les ENA, donc enfants nouvellement arrivés en France, ou les enfants justement en décrochage scolaire qui sont à ce moment-là des exceptions pour le fait de ne pas être en REP ou en QPV. Alors vous disiez que vous interveniez avec des enfants de 5 à 18 ans. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près, vous avez beaucoup d'enfants de grande section, vous avez plus d'enfants d'élémentaire, ou comment ça se répartit jusqu'au lycée? On a plus d'élémentaires. Globalement, on a beaucoup d'élémentaires, très peu de grandes sections, mais parce qu'on n'a pas encore un lien fort avec les maternelles. Pour le coup, vu que c'est que la grande section, c'est vraiment ciblé sur élémentaire, collège. Donc on a la grosse majorité, c'est plutôt des élémentaires, je dirais à peu près 80 des 150 accompagnements qui sont élémentaires.
Après, on a des collégiens, quelques lycéens, une dizaine de lycéens et 2 ou 3 grandes sections. Globalement, ça se répartit plutôt comme ça. Et en élémentaire, on a quand même beaucoup aussi CP et CM2, parce qu'on table un peu sur les périodes charnières, donc grande section maternelle, CP, voire CE1 pour tout ce qui est lecture, ce genre de choses. Après, on va avoir CM2 6e pour le passage au collège, qui n'est pas toujours très évident, donc accompagné en fait par un bénévole, vu qu'on accompagne 2 ans les jeunes. Et après, on a aussi la 3e seconde aussi. Ouais. Voilà. Pour les passerelles. C'est ça. Alors, en parlant du travail autour de la lecture, par exemple, pour les enfants de CP, est-ce que vos étudiants ont une petite formation? Comment ça se passe? Oui, je peux le laisser. Du coup, effectivement, il y a un accompagnement, comme elle a dit, dans le sens où il y aura une personne de la famille qui va accompagner le jeune bénévole dans la famille qui va être son référent. Et donc, ce référent va aussi lui expliquer qu'il existe une plateforme REC qui permet notamment pour certains étudiants de faire valoir en reconnaissance cette étape de bénévolat pour tout simplement faire un suivi, que nous, on sache comment ça se passe effectivement, l'accompagnement, quelles sont les démarches dans lesquelles ils ont besoin peut-être plus d'aide. Et c'est là où effectivement on va leur proposer des astuces ou comment intégrer des cours en fonction de comment l'enfant a besoin d'avoir, je sais pas, par exemple pour la lecture, une méthodologie par rapport à cette action-là. Ou pour les calculs. En fait, toute cette forme-là en fait, est catégorisée dans cette plateforme-là, qui est réutilisée et qui est aussi reconnue du coup, pour les étudiants, par leur enseignement supérieur, pour dire, du coup, à cette période-là de ma vie, pendant 2 ans, j'ai été mentor et j'ai établi ces démarches-là auprès de mon mentoré et qui est reconnue, par exemple, pour les yeux libres aussi, pour valider certains yeux libres en tant qu'étudiant. Sur la plateforme, en fait, il y a une formation qui est globale, puisque c'est le mentorat, la posture de mentor. On joue beaucoup sur cet aspect-là dans la formation, comment accompagner en fait cette démarche-là n'est pas toujours évidente pour des étudiants. Donc c'est le plus gros en fait de la formation. Et après, on a des capsules spécifiques, notamment accompagnement vers la lecture, enfants nouvellement arrivés en France, et aussi tout ce qui est orientation pour les plus grands, parce que pareil, 3e lycée, c'est plus tout ce qui est orientation. Donc c'est aussi comment les accompagner dans ces problématiques-là. Est-ce que votre lien dans votre lien avec les enseignants, est-ce que c'est juste le temps du repérage où vous communiquez avec eux, ou est-ce que eux vous font part de certaines attentes qu'ils ont par rapport à l'accompagnement d'un de ces enfants? Et est-ce que par la suite vous continuez à communiquer? Est-ce qu'il y a, je sais pas moi, des fiches qui font des allers-retours entre vous et les enseignants? Alors, c'est très spécifique à chaque établissement et à chaque enseignant, mais avec certains enseignants, on a des contacts. Les enseignants peuvent vraiment, dans la fiche de repérage, mettre des commentaires plus précis que juste cocher en fait les besoins qui sont un peu globaux. Il y a vraiment un onglet commentaires où ils peuvent préciser un peu en détail, et après, en fait, on essaye d'avoir des communications régulières comme on peut, en fait. Tout dépend des besoins aussi et des envies des enseignants. L'idée en fait c'est qu'on fait de toute façon des bilans une fois par trimestre avec les directeurs d'école et voir avec les enseignants, tout dépend pareil des envies de chacun, et l'idée en fait c'est vraiment de faire au moins un bilan une fois par trimestre des accompagnements lesquels ont lieu en fait aussi, parce que vu qu'on a les repérages entre mai et septembre, souvent la plupart arrivent au mois de juin. Nous, on met au fur et à mesure les bénévoles. Dès qu'on a un bénévole, on met en contact. Sauf que les bénévoles, on les trouve entre septembre et décembre. Donc le premier trimestre, on va dire, c'est vraiment la partie mise en place où on accompagne en fait ces bénévoles dans les familles, etc. Et on fait souvent un bilan plus au mois de janvier en fait pour voir ce qui s'est passé au premier trimestre. Du coup. Et par rapport aux parents, vous parliez tout à l'heure de l'importance qu'ont les parents aussi dans le cadre de ce mentorat. Est-ce que vous avez vu des parents qui ont changé d'attitude vis-à-vis de l'enseignement, vis-à-vis de leur enfant, vis-à-vis du travail qui est demandé? Oui. Je veux bien rebondir là-dessus. Il y a des parents, vu que je suis aussi un peu en contact avec les familles, je ressens qu'ils ont plus cette approche plus ouverte en fait et élargie de l'enseignement, pas dans le sens que le mentor devient un prof particulier, mais plus comme une passerelle entre l'enseignement et l'éducation, parce qu'il y a une grande différence entre l'enseignement et l'éducation. Là, c'est plus dans le système, on va dire, inégalité éducative qu'on va accompagner l'enfant pour qu'il se sente à l'aise d'aller dans l'enseignement en fait.
Donc là, du coup, les parents ont cette approche qui rentre dans leur cadre familial et pas uniquement dans le cadre de l'école. Donc ils s'inscrivent en fait dans cette démarche de plus s'intéresser à ce que l'enfant il fait en fait, tout simplement. Et de se dire qu'ils peuvent aussi l'accompagner d'une quelconque manière, mais ils peuvent l'accompagner pour qu'il ait cette confiance en lui par la suite. Je pense. Après, moi, c'est ce que je ressens en échangeant avec plusieurs parents, ça revient au même principe, c'est le lien solidaire a été créé dans le sens de confiance en fait. Pouvez-vous nous préciser quelle est la durée maximale d'un accompagnement par un bénévole envers un enfant? Est-ce que c'est une année? Est-ce qu'il peut suivre le même enfant une seconde année? Est-ce que ça peut aller au-delà de 2 ans? Alors, le principe, c'est effectivement une année pour le bénévole et 2 ans à minimum pour l'enfant, s'il le désire, bien évidemment, pour la famille. Mais après aussi, si le bénévole s'inscrit dans une démarche où il veut continuer, il peut faire le nombre d'années qu'il veut. On ne va pas l'empêcher, effectivement, de s'inscrire dans une démarche qu'il a envie d'approfondir en tant que personne. Bien au contraire, c'est plus ils restent ensemble et plus l'accompagnement se fera dans la logique de ce lien solidaire qui doit être créé. Est-ce que vous avez connaissance de familles ou d'enfants dont les liens se sont pérennisés au fil des ans? Et des liens qui ne sont pas forcément que des liens scolaires. Oui, alors pas forcément sur Mulhouse parce que vu qu'on est encore jeune et on est seulement dans la 2e année, on ne pourrait pas forcément vous dire, bien qu'on a certains enseignants qui sont venus vers nous, qui sont des anciens bénévoles de la FEV et qui du coup connaissaient déjà, vu qu'ils étaient bénévoles quand ils étaient étudiants, qui du coup nous repèrent des enfants et peuvent nous témoigner parfois de comment ils sont restés en lien, mais en fait j'ai en tête un salarié surtout de la FEV qui est actuellement délégué régional, Bourgogne-Franche-Comté, qui lui était bénévole, volontaire en service civique et après salarié, qui est toujours en lien en fait pour prendre des nouvelles de sa jeune qui était en, je crois, CP ou CE1 quand il a commencé l'accompagnement. Donc maintenant, il me semble qu'elle est à la fac. Et il continue à garder des liens. Alors c'est sûr, c'est plus comme l'accompagnement, on prenait 2 heures par semaine, mais c'est au moins savoir qu'est-ce qu'elle devient, etc. Garder, tisser un lien, garder des liens. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Donc, depuis quand Malek bénéficie-t-il du mentorat de la FEV? Alors Malek, il bénéficie du mentorat depuis le mois de novembre. Est-ce qu'il y a un domaine particulier dont il bénéficie, une matière particulière? En fait, moi c'était plus pour l'anglais, parce que je ne suis pas très forte en anglais. Et après, en fait, quand il finit l'anglais, l'étudiante qui lui fait les cours, elle lui fait le reste. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il a comme devoir en maths, en géographie, qu'est-ce que tu as encore comme matière? Il y a pas mal d'histoire. Voilà, toutes les matières en fait. Ils essayent de faire un peu tout ce qu'il a en devoir, tout ce que les professeurs lui donnent en devoir en classe, et ils essayent de faire un peu de tout en fait. Il n'y a pas que l'anglais. Oui. Et est-ce que vous avez remarqué des progrès ou des changements? En fait, Malek, maintenant, avant c'était moi qui lui disais Malek, t'as cours le jour, qui me rappelait, maintenant c'est lui qui me rappelle à chaque fois. Ouais. Et ça lui a permis de prendre confiance en lui. Un peu travailler indépendamment parce que moi avant il venait toujours vers moi, non bien on va faire les devoirs. Maintenant il fait de lui-même. Une meilleure autonomie. Voilà, en fait c'est ça. Tout à fait, ouais. Alors Malek, est-ce que toi tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe? Comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que les personnes qui viennent t'aider viennent chez toi tous les jours? De quelle heure à quelle heure? Et puis comment est-ce qu'elles t'ont appris à travailler? Ça se passe très bien. La personne est très gentille. On fait les devoirs sans problème. La dame, elle est très sympa. Et alors, explique-nous, elle vient tous les jours? tous les samedis. Tous les samedis. Elle reste chez toi pendant combien de temps? C'est de 10h à midi. De 10h à midi. Alors, tu sors tes affaires, tu montres tes devoirs, et après, comment ça se passe? Eh bien, on commence à faire les devoirs. Et alors, tu as des questions, et tu poses les questions à la personne qui est avec toi? Oui. Et elle te donne les réponses? Oui. Non, elle te donne Non, pas les réponses. elle Elle t'aide à réfléchir, Oui. à chercher? Oui. Alors, qu'est-ce qui te plaît dans ce travail à deux? Déjà, il y a beaucoup de temps, du coup, je peux
faire les devoirs et elle explique bien. Elle explique bien. Oui. Très bien. Et du coup, quand tu retournes à l'école, comment tu te sens une fois que ces devoirs sont faits? Plus libre. Plus libre. Est-ce que du coup, tu as, toi, vu des progrès dans ton travail à l'école? Un petit peu, oui. Quand même, un petit peu, c'est bien. Est-ce que tu en as parlé avec des camarades ou des copains? Non. Non. Est-ce que madame, vous en avez parlé avec d'autres parents? Oui, mon entourage, et il faut pas. Malek, il est en secta, donc il a un peu du mal par rapport à des matières. Et je trouve qu'avec l'étudiante qui lui donne les cours, elle a des. C'est-à-dire, elle transmet facilement la matière, elle a l'information, et elle a des astuces pour l'expliquer. Moi, personnellement, quand je lui explique les choses, je me dis vraiment, je n'ai pas compris. Là, par exemple, hier, elle avait fait avec lui les chiffres romains, et elle lui a expliqué bien. Lui, la maman m'a dit, je vais pas réussir, je vais avoir un 0 dans cet exercice. Je dis, non, mais Malek, il faut apprendre, il ne faut pas dire que tu vas avoir un 0. Je lui ai appris de 1 à 10. Je dis, tu les apprends par cœur. Et en fait, quand il avait fait l'exercice hier, en visio, parce que des fois ça se fait par visio, et des fois ça se fait à la maison, et aussi ils vont à la bibliothèque pour faire des cours. Parce qu'elle m'a dit que j'aimerais bien que Malek vienne avec moi à la bibliothèque, parce que là-bas il y a beaucoup de manuels, où ils peuvent prendre beaucoup d'informations. Alors hier, je reviens à l'exercice qu'on avait fait hier, elle lui avait expliqué les chiffres romains, et elle avait trouvé une astuce. Par exemple, quand on écrit le chiffre romain 5 qui est un V, donc il y a 4 et il y a 6. Donc avec le 4, elle avait mis un point avant le 4, elle a dit Malek, tu fais moins. Là, ça fait 5 moins 1, ça fait 4. Et le 6, tu mets le trait après le 5. Donc là, c'est 6, c'est plus. Et là, ça c'est passé facilement, quoi, l'information. Après, tu rajoutes juste les traits, 5, 6, 7, 8. Il y a ils ont les, comment dire, les astuces, voilà, Malek, pour faire passer l'information. Et pour donner envie de faire. Voilà, justement. Et que tu te sens réussite. Voilà. Tu te sens réussir. Voilà. Est-ce que tu as l'impression d'avoir plus confiance en toi? Oui. Et donc tu n'as pas envie d'arrêter? Si? Tu as quand même envie d'arrêter? Non, j'ai pas envie d'arrêter. Tu as envie de continuer ouais. Et si tu avais à recommander ce dispositif à des copains, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour leur donner envie d'y aller? Que déjà dans leur scolarité ils auront plus de réussite et que au moins on pourra faire les devoirs sans on pourra bien faire les devoirs. Comme un professeur, en fait. C'est ça, quoi. Tout à fait, ouais. Merci beaucoup. Merci pour votre témoignage. Nous accueillons maintenant Junior, qui est bénévole à la FEV. Bonjour Junior. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez connu la FEV et depuis quand vous êtes bénévole au sein de la FEV? Donc, je suis bénévole depuis 6 mois. J'ai commencé en septembre 2021. Et c'est grâce à une amie à moi qui m'en a parlé. Au début, j'étais pas trop. C'est pas que j'étais pas attiré, mais j'avais un emploi du temps chargé, vu que je suis étudiant. Mais après, j'ai fait plusieurs recherches et ça m'a vraiment intéressé. J'ai vraiment aimé et j'ai essayé et j'en suis là aujourd'hui et je suis très heureux. Très heureux de faire ce qu'il fait, c'est bien. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les études que vous suivez actuellement? Alors, je suis actuellement en BUT-GA, donc c'est en gestion entreprise des administrations. Donc, on apprend l'entreprise dans son ensemble, la comptabilité, la finance, le marketing, tout ça. Très bien. Et vous avez combien d'heures de cours, vous? Par semaine? Oui. Je dirais 8 heures par jour. 8 heures par jour, donc fois 5. Vous avez presque 40 heures de cours par ça, semaine. C'est très chargé. Ah oui. Et vous arrivez à donner du coup encore 2 heures de temps pour accompagner voilà, ça. un En enfant? fonction de mon emploi du temps, des fois je dis après, j'ai pas cours. Du coup, c'est là que je demande à la famille si elle est disponible ce jour-là. Du coup, je m'organise comme ça.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous dire qui vous accompagnez et comment se passent les séances? Alors, j'accompagne une jeune fille, elle s'appelle Machouvela, elle a 9 ans et elle est en CM2, en CM1, pardon, au Pergou. Du coup, je l'accompagne dans ses devoirs. Il nous faisait également des sorties ensemble, quelquefois. Alors, est-ce qu'il y a des matières où elle a plus de difficultés? Qu'est-ce que vous avez réussi à repérer, vous? Alors, lors de la première séance, on a fait une dictée ensemble et j'ai vu qu'elle avait énormément de difficultés avec l'orthographe, la grammaire. Du coup, on a décidé de travailler sur cela. J'ai vu qu'elle avait beaucoup de facilité en mathématiques. Du coup, je fais plus de séances où je travaille l'orthographe, avec des dictées par exemple, et également une application nommée Projet Voltaire. Donc j'aide avec ça et voilà, c'est ludique, ça lui permet d'apprendre plus facilement et je vois qu'elle fait beaucoup de progrès. Bien. Donc effectivement, vous avez pu vous rendre compte que elle a progressé en classe. Est-ce qu'elle vous le dit? Est-ce qu'elle elle arrive à verbaliser ça? C'est-à-dire vous expliquez qu'elle est plus en confiance, qu'elle arrive à mieux travailler à l'école? Au début, elle était très très timide. Voilà, elle ne parlait pas beaucoup. La première séance, elle m'a dit 3 mots, je crois. Du coup, c'était très très difficile. Mais au fur et à mesure, je vois qu'elle fait beaucoup d'efforts. Elle vient plusieurs mois, elle me parle plus. Et elle m'a dit qu'elle a beaucoup progressé, que même sa maîtresse elle a vu cela. Et elle lui a dit. Du coup, je suis très heureux de voir que cela marche. Et comment vous communiquez avec les parents de l'enfant que vous suivez? Alors, ils sont très gentils déjà. Et on communique par message. Je demande au monsieur quand il est disponible, si à cette date c'est bon. Et il me répond très gentiment, oui, non, et voilà. Est-ce que vous expliquez aux parents comment ils peuvent aider peut-être leur fille à faire ses devoirs? Ou pas du tout? Est-ce que moi j'explique oui. Non. Est-ce que vous faites un retour du travail que vous avez pu faire avec Oui, je fais un retour à ma référente. Oui. Du coup, je lui dis comment ça s'est passé. Et des fois, quand la famille ne me répond pas, par exemple, je vais lui en parler. De cela. Et là, au bout c'est la première année que vous faites? C'est ça, c'est la première année. Donc là, au bout de 5 mois à peu près, 4-5 mois, quelles sont vos plus belles réussites pour vous? Des réussites, des choses dont vous êtes fiers dans cet accompagnement? Déjà, je suis très fier de l'aider, de constater qu'elle a fait beaucoup de progrès. Et moi, ça m'a aidé dans ma communication, ma façon de parler aux enfants, par exemple. Il a fallu beaucoup de temps d'adaptation, mais au fur et à mesure, ça fonctionne plus. Je vois que c'est efficace et que cela marche. Est-ce qu'il y a des éléments qui sont encore difficiles pour vous? Vous aimeriez encore progresser? Je me suis fixé un objectif avec elle, c'est qu'elle fasse 0 foot. Du coup, c'est pas encore le cas dans la dictée, par exemple, mais voilà, on essaye. Et quelles sont les stratégies que vous utilisez pour qu'elle soit plus attentive en orthographe? On fait beaucoup de jeux ludiques, comme je l'avais dit précédemment, on fait beaucoup de jeux ludiques. Et ça permet, voilà, elle s'amuse, je vois qu'elle sourit. On joue également avec son grand frère. Du coup, on fait beaucoup de jeux, on parle énormément de tout et de rien, pour qu'elle se sente à l'aise, pour qu'elle se puisse. C'est la meilleure façon de progresser selon moi. Très bien, ouais. Merci beaucoup.